En réalité, je vais reprendre avec des termes différents ce qui a été dit par le docteur Bautran et par le docteur Didic avec des termes un peu différents et en étant très précis sur le fait que je ne vais pas opposer traitement thérapeutique et traitement non thérapeutique parce que j'estime qu'à l'heure actuelle, les deux doivent être concomitants. Donc, on reprend deux mots sur la prévalence. Je pense que les troubles neurologiques, ça a été dit maintenant, dépassent aujourd'hui les troubles cardiovasculaires comme première cause d'invalidité et que on considère aujourd'hui qu'effectivement, comme ça a été dit, c'est un trouble neurologique avec des traitements à trouver. Selon l'OMS, il y a 50 millions de patients aujourd'hui dans le monde, 200 000 en France, de l'ordre d'un million en France, avec 200 millions de nouveaux, 200 000 cas de nouveaux cas, et que, enfin, comme ça a été déjà dit, il faut trouver les choses précocement. 50% des cas de la maladie d'Alzheimer sont dépendants, mais ne sont pas pris en charge ne sont pris en charge que par leurs proches. Ils ne sont pas aujourd'hui hospitalisés. Ils ne sont pas pris en charge par les EHPAD. C'est un coût qui est estimé à environ 20 milliards d'euros. Et on considère qu'avec le baby-boom entraînera environ 35% de coûts supplémentaires. Ça vous a été dit, la maladie est une maladie neurologique. Le cerveau sain évolue et il n'est pas rare, sauf dans les cas monogéniques, que l'évolution de la maladie se fasse sur 20 ans. C'est-à-dire que les premiers troubles n'apparaissent finalement qu'au bout de 20 ans, alors que ça fait pratiquement 20 ans que l'évolution neurologique a eu lieu au niveau du cerveau. Le cerveau, c'est quelque chose d'assez extraordinaire. C'est 85 milliards de neurones. Ce sont plusieurs milliers de neurones qui sont en contact les uns avec les autres. C'est 1000 signaux par seconde. Et c'est des transmissions qui sont extrêmement proches. C'est un tout petit organe par rapport à d'autres. Il pèse 1 kilo. Il pèse et il consomme 300 calories par jour. Donc, vous voyez que c'est ça. C'est cette complexité-là qui explique en partie pourquoi toutes les maladies neurologiques, toutes les maladies psychiatriques sont difficiles à traiter. Parce que c'est tout ce système-là qui se met en place. Ça vous a été montré là aussi tout à l'heure, le cerveau humain, il a, en plus de ces 85 milliards de neurones, il a environ 2000 milliards de cellules en tout. Alors, on vous a parlé tout à l'heure de matière blanche et de matière grise. La matière grise, c'est plutôt ce qui est au niveau du neurone. La matière blanche, c'est plutôt ce qui est au niveau des cellules microgliales, ce qu'on appelait les cellules blanches. Donc, comment ça fonctionne, plus ou moins? C'est 4 types de cellules. Tout le monde entend parler du neurone. On a toujours étudié le neurone. Et on a fortement négligé tous les termes qui tournent autour de l'astrocyte, qui est plus ou moins une cellule qui organise et qui amène de l'énergie vers le neurone. Vous avez les oligodendrocytes qui sont plus ou moins structurants et qui amènent ce que ce matin Jean Gabert a montré au niveau de la myéline et qui amènent de la structure au niveau de la myéline. Vous avez ces oligodendrocytes et les cellules microgliales qui sont ce qu'on appelle la matière blanche, plus ou moins ce qu'on a très longtemps considéré comme le camion poubelle, les éboueurs du système neuronal, mais qui en fait sont le système immunomodulateur du cerveau. Donc voilà, cette complexité. Pendant près d'un siècle, ça a été évoqué, pendant près d'un siècle, on n'avait aucune idée de quelles sont les causes de la maladie d'Alzheimer et comment la soigner. Donc on a soigné des symptômes. On n'a pas soigné la maladie, on a soigné des symptômes. C'est ce que j'ai dit. C'est l'approche d'un certain nombre de produits en fonction de l'utilisation des échelles comportementales dont le docteur Diedrich vous a parlé tout à l'heure, pris un certain nombre d'échelles et on a essayé, en fonction de ces échelles, de traiter les malades. Donc, les médicaments qui ont été utilisés à l'époque ne traitaient effectivement que partie de symptômes. Ça a été le donazépam, la galantamine, la rivaroxaban, la mémantine. Ce sont des produits qui sont toujours existants, mais qui ne sont plus remboursés par la sécurité sociale, tout simplement parce qu'on considère qu'ils ne traitent que les symptômes et non pas un bénéfice médical suffisant pour justifier un remboursement. Ça, c'est pas le problème que je voudrais évoquer ici.
C'est que simplement, ces produits existent, ils traitent un certain nombre de symptômes, mais ils ne sont pas satisfaits. Les progrès récents qui ont été faits, ils ont déjà été évoqués. Ça a été la compréhension partielle de la maladie et surtout la mise au point d'outils biologiques. Donc, en 1991, pour la première fois, John Hardy émet l'hypothèse que la maladie d'Alzheimer est due à l'accumulation de plaques amyloïdes et de l'apparition de protéines tau anormalement phosphorylées qui font une dégénérescence du cerveau. C'est ce qu'on appelle le début de ce qu'on appelle aujourd'hui la cascade amyloïde, et c'est l'hypothèse prépondérante de la maladie d'Alzheimer. Ça n'est pas la seule, c'est l'hypothèse prépondérante et sur laquelle énormément de travaux. Donc les plaques amyloïdes, elles sont à l'extérieur des neurones. Elles sont constituées d'agrégats de peptides bêta-amyloïdes. Les peptides bêta-amyloïdes normaux sont solubles et sont donc éliminés facilement par le cerveau, tout particulièrement par les cellules microgliales. Dans l'évolution de la pathologie, il y a de plus en plus de protéines amyloïdes, de protéines bêta-amyloïdes insolubles qui se forment et qui se déposent progressivement dans le cerveau. Au cours de la maladie, celles-ci deviennent donc, elles ne sont plus éliminées par le cerveau. Pour montrer l'âge, vous voyez, si le neurone se trouve par ici, vous voyez un certain nombre d'agrégats de bêta-amyloïdes autour du neurone. Donc, je répète, à l'extérieur du neurone. En même temps, on a ce qu'on appelle aujourd'hui l'accumulation de la protéine tau, qui, hyperphosphorylée, mène également à une dégénérescence. Ce qu'elle fait, c'est que les neurones sont dotés d'un système de transport interne qui est dégradé lorsque la protéine tau est hyperphosphorylée. Et donc, cette autoroute cellulaire qui permet de transférer ce que le neurone fonctionne normalement ne fonctionne plus normalement. Donc, voilà ce que c'est. Hein. Vous voyez sur le haut un neurone normal avec ses microtubules, la protéine tau et donc les protéines qui peuvent circuler normalement à l'intérieur de ceci. Lorsque dans la pathologie de l'Alzheimer, cette protéine devient hyperphosphorylée, elle fait des agrégats, elle fait un certain nombre d'issues, et donc à l'intérieur du neurone, non pas à l'extérieur du neurone, le fonctionnement n'est plus normal et les protéines normales ne peuvent plus circuler de la manière. Donc voici au niveau scientifique les progrès côté. On posait la question tout à l'heure sur les facteurs génétiques. Il y a un certain nombre de facteurs génétiques. Celui qui a été le plus rapidement connu, c'est donc l'apoprotéine E, qui est une protéine qui transporte le cholestérol, et dont il existe 3 variants, ce qui fait que le variant E4 étant le plus sensible, ceux qui ont 2 allèles, c'est-à-dire père et mère, porteurs l'apolipoprotéine E, vont avoir effectivement un risque plus élevé de développer la maladie. Deuxième grande famille de gènes, c'est la famille des présénilines, qui elles aussi sont impliquées dans la production de protéines bêta-amyloïdes. Et enfin, le gène APP, qui code pour la protéine APP, qui est le précurseur de la protéine. Donc, une dégénérescence ou une mutation dans ces gènes va augmenter le risque de maladie d'Alzheimer. Je vais vous citer quelque chose qui est peu connu et qui est pourtant d'une importance absolument colossale. Il existe une très forte corrélation entre la maladie d'Alzheimer et ce qu'on appelle le syndrome de Down ou la trisomie 21. Le chromosome 21 qui porte la protéine APP est une cible importante dans l'apparition de la maladie d'Alzheimer. Chez les trisomiques 21, ils produisent plus de protéines bêta-amyloïdes qu'un sujet normal. Arrivé vers 40-45 ans, la probabilité que ces gens développent une pathologie d'Alzheimer est extrêmement forte. Il y avait peu de trisomiques 21 qui vivaient jusqu'à 40-45 ans. Il y a aujourd'hui des trisomiques 21 qui vivent jusqu'à 60 ans. Tous les trisomiques 21 qui aujourd'hui ont plus de 60 ans développent une maladie d'Alzheimer. Tous. Donc c'est un sujet à étudier de manière beaucoup plus précise. Voilà une population très précise sur lesquelles,
Or, il se passe quelque chose de totalement stupide. C'est qu'on n'a pas le droit, dans un test clinique, on n'avait pas le droit jusqu'à présent d'introduire des malades qui avaient moins de 65 ans. Donc, aucun trisomique 21 n'a pu bénéficier à l'heure actuelle d'essais cliniques. Heureusement, il y a eu des groupes de pression de malades suffisamment intelligents et suffisamment utiles qui aujourd'hui ont mis des choses en place, ce qui fait que les trisomiques 21 de l'âge de 40, 45 ans vont pouvoir entrer dans les études cliniques. Donc, ça a déjà été dit, l'imagerie fonctionnelle par IRM et le dosage des protéines tau et amyloïdes a fait d'énormes différences. Je vais aller très vite là-dessus. Le docteur Dizig vous en a parlé. Ce qui me paraît intéressant, c'est surtout ce qu'on appelle aujourd'hui le PET scan. PET scan, c'est quoi? C'est une capacité d'utiliser l'imagerie IRM avec des produits radiomarqués. Donc, on va prendre un produit radiomarqué qui marque spécifiquement la protéine tau ou spécifiquement la protéine bêta-amyloïde et qui permet par imagerie de voir est-ce que il y a, là on est dans un cas négatif, là on est dans un cas de malade précoce, là au fond on est sur un cas de malade beaucoup plus avancé. Donc on a une imagerie fonctionnelle aujourd'hui qui permet d'identifier de manière beaucoup plus précise que par le passé des malades qui sont susceptibles de développer de maladie d'Alzheimer ou qui ont une maladie d'Alzheimer. Donc ça c'est la partie imagerie. La deuxième partie, c'est ce qu'on appelle le PET scan, la partie imagerie. La deuxième partie, c'est ce qu'on vous avez vu aussi, c'est les ponctions lombaires dans lesquelles on va mesurer les taux de protéines bêta-amyloïdes ou de protéines tau. Vous imaginez bien un patient Alzheimer, 80 ans, dans des situations fragiles, avec tout ce que vous avez expliqué tout à l'heure, aller lui faire une ponction lombaire tous les 6 mois pour voir l'évolution de la maladie, c'est juste impossible. Donc, on est tous en train de chercher, est-ce qu'on pourrait avoir des taux, aujourd'hui, des taux plasmatiques et non pas des taux de ponction lombaire qui permettraient d'identifier de manière à peu près aussi précise si la maladie évolue. Donc, il y a aujourd'hui un certain nombre de marqueurs qui existent. En voilà un, vous voyez, très récent, qui a été autorisé par la FDA américaine pour identifier les choses. Vous voyez bien que faire une prise de sang tous les 2 mois, tous les 3 mois chez un malade de ce genre, c'est possible. Une fonction lombaire chez ce même sujet est absolument impossible. Donc, c'est sur la base de ce que je viens de vous montrer, de connaissance de la maladie, d'utilisation d'IRM et d'utilisation de ces marqueurs biologiques, on a commencé à développer des nouveaux médicaments. 25 ans d'échec. Je répète, 25 ans d'échec. Pourquoi? Parce que une partie, on ne comprenait pas la maladie. L'autre partie, c'est ce que le docteur Didrik vous a dit tout à l'heure. Dans beaucoup d'essais cliniques, un quart des malades n'étaient pas de maladie Alzheimer. Donc, imaginez un effet positif chez les patients qui n'ont pas une maladie d'Alzheimer était insensé. Donc, c'est la cascade amyloïde qui a eu la préférence de l'industrie pendant toutes ces années, puisqu'on imaginait que ce soit l'industrie, au bout de 15 ans d'échec, elle a arrêté de chercher les médicaments. Et à part 3 ou 4 sociétés, que je cite ici, tout le monde est sorti du domaine. Ce qui explique aussi pourquoi il y a eu aussi peu de progrès. Des progrès intéressants, puisque pour la première fois, en 2024, il existe 2 médicaments, qu'on appelle des disease modifying therapy, c'est-à-dire qu'ils font régresser la maladie. Ils la font peu régresser, mais ils font régresser la maladie. Il s'agit donc de 2 anticorps monoclonaux qui ciblent la bêta-amyloïde. L'un a été développé donc par une société japonaise et américaine et l'autre par une société américaine. Ces 2 molécules sont aujourd'hui sur le marché américain. Elles ne le sont pas encore sur le marché européen. Ça a été évoqué aussi tout à l'heure. Les Américains acceptent aujourd'hui d'enregistrer un produit sur la seule base d'imagerie
et de données biologiques. En Europe, on demande en plus d'avoir un certain nombre de tests cliniques pertinents. Donc, mais ces produits vont arriver sur le marché progressivement. Je vais faire vite là aussi. Donc, il s'agit du lecanemab, Leqembi, donc un anticorps monoclonal. Ce qu'il faut voir, c'est qu'il y a 18 mois de traitement. Alors, ce ne sont pas des produits faciles à gérer. Hein. Vous voyez que c'est des injections intraveineuses tous les 15 jours. Au bout de 18 mois de traitement, la réduction est faible, mais la réduction est pertinente et la réduction est significative. Donc, on a pour la première fois un médicament qui fait régresser ou très légèrement régresser la maladie. Le deuxième produit, c'est donanemab, qui a été développé par Eli Lilly sur la même base. Vous voyez que ces injections qui sont une fois tous les 15 jours, à 12 mois, le traitement est un peu plus efficace. On a 47% des traitements des malades sur lesquels le déclin n'est pas visible, donc il n'y a pas eu de déclin. Alors que sur leur effet placebo, il y a eu 35% de déclin. Et ce produit est actuellement évalué par l'autorité américaine aussi pour des raisons de safety. Je vais passer. Alors, clair, hein, aucun de ces anticorps n'a démontré une efficacité sur les formes tardives de la maladie. Ça n'est efficace que sur les formes précoces de la maladie. Dans les formes précoces, ils sont modestes et méritent d'être justifiés. Ils l'ont été dans les essais cliniques. Il faudra voir dans l'environnement normal. Et vous vous rendez bien compte qu'un protocole actuel avec une injection qui dure entre 30 minutes et 2 heures, c'est pas franchement ce qu'on souhaite pour ces malades, et que c'est des prix absolument aberrants. Je vais pas vous parler d'effets secondaires, c'est pas vraiment le moment. Il existe d'autres approches actuellement en cours. Donanemab de chez Roche, qui est aussi un anticorps monoclonal, et qui est vectorisé pour mieux pénétrer dans le cerveau. Les anticorps sont de très grosses molécules. Elles ont du mal à rentrer dans le cerveau. Donc, là, on a une qui est vectorisée, qui devrait, on espère, avoir un effet un petit peu plus. Les inhibiteurs des formes nocives de tau sont à l'étude clinique. Les premiers résultats sont plutôt positifs, mais il faudra attendre des résultats de confirmation d'études. Et enfin, des combinaisons de produits, des bithérapies qui vont combiner et la bêta-amyloïde et l'inhibition de la tau sont probablement aujourd'hui ce qu'on espère avoir le plus. Il existe aussi des produits qui n'agissent pas que sur la fonction neuronale. Il y a un exemple d'AZP de 2006 d'Alzaprotec de Lilly, de Lille, qui stimule la progranulline et qui a un effet anti-inflammatoire très, très intéressant chez le bien. Une anecdote, mais il mérite d'être située. Le Viagra aurait un effet positif sur la maladie d'Alzheimer. Vous imaginez à quel point ça fait le buzz. En fait, il a été montré que théoriquement, le Viagra a un effet positif sur l'inhibition de la protéine tau hyperphosphorylée. On verra ces études cliniques démontrent l'effet par la suite. Bien que la cascade amyloïde ait trouvé une première validation, d'autres causes et d'autres cibles de la maladie d'Alzheimer sont à l'étude, dont l'une, qui a été évoquée indirectement tout à l'heure, sont par exemple l'hypothèse infectieuse. On a parlé de prions, mais il y en a d'autres. Il y a une hypothèse qui dit que ce seraient des infections qui ont été gérées par le cerveau, dont la conséquence a été le dépôt de plaques amyloïdes. Donc, l'amyloïde ne serait plus à ce moment-là une cause, mais une conséquence. Ce qui pourrait partiellement expliquer pourquoi c'était si difficile d'avoir un effet sérieux avec les plaques amyloïdes. Ce qui me paraît le plus raisonnable, ce seront les approches qui vont combiner des agents qui vont être capables de restaurer la plasticité neuronale, on en a parlé tout à l'heure, de protéger les neurones du stress métabolique continu, on retrouve les notions de stress évoquées ce matin, et d'activer la fonction microgliale. Elle a été complètement négligée. La microgliale, on dit c'était de la glu, hein, le corps blanc, c'est de la colle qui ne sert à rien dans le cerveau. C'est l'endroit, enfin, ce sont les cellules qui gèrent la partie l'inflammation du cerveau, donc tout ce qui est agressivité au niveau du cerveau.
Et je pense qu'il y aura donc les approches qui vont combiner ce genre de choses sont probablement celles qui ont le plus de chances de succès. Donc les acteurs impliqués, ben, elles sont là, hein, je vous les répète. Je pense qu'il faudra agir sur probablement plusieurs de ces agents, de ces cellules pour imaginer avoir un effet intéressant. Un traitement inédit, fait ici à Montpellier, Life, qui est en train de stimuler à la fois le cerveau et le deuxième cerveau, l'intestin, par des systèmes donc, de stimulation triphonique qui exposent à la fois le cerveau et l'intestin, et sur lequel on a des effets qui sont en cours. On devrait avoir des études à la fin de l'année. Vous voyez, une étude qui est en cours au CHU de Toulouse et sur lequel les résultats sont relativement intéressants. Hein, donc on est tout à fait dans un thérapeutique, mais on est quand même sur les traitements. La maladie d'Alzheimer, en dehors des causes que j'ai évoquées, elle a deux facteurs aggravants. C'est le stress, qui a été évoqué très longuement, et le trauma, les chutes, le traumatisme crânien. Donc l'agitation a été évoquée. Évidemment, on peut la traiter ou ne pas la traiter. Ça a été évoqué très longuement par le docteur Bertrand. Ce qu'il faudra voir, c'est que le traitement de ces antidépresseurs, il ne peut être, comme ça a été évoqué là que dans des cas, ça ne peut pas être un traitement de référence. Ça ne peut être qu'un traitement dans des cas, comme ça a été évoqué tout à l'heure, où l'agitation est vraiment trop importante pour qu'on puisse faire. Je vais laisser tomber ça aussi. J'ai regardé la base de données des maladies d'Alzheimer. Il y a actuellement 3235 études cliniques en cours, sur lesquelles il y a 127 qui sont en recrutement actif et qui, dont la moitié, donc une bonne cinquantaine, sont sur l'approche bêta-amyloïde. Mais il n'y a pas que bêta-amyloïde. Il y a aussi des approches comme la musicothérapie. Il y a des études cliniques en cours. Je vais vous montrer l'exercice et l'activation cérébrale, l'activation vestibulaire, Chinese medicine, la médecine chinoise traditionnelle, des stimulations visuelles, et puis tout ce qui tourne autour de la nutrition. Donc tous ces facteurs-là sont des facteurs à étudier en même temps que ce qui existe actuellement sur ce qui est purement thérapeutique. Je répète un peu ce que le docteur Bertrand a dit tout à l'heure. Il faut favoriser un environnement calme et stable et organiser des interactions sociales régulières. Un traitement thérapeutique qui négligerait toutes ces interactions sociales ne sera pas efficace. Alors, je répète ici des choses un peu différentes de ce que le docteur Baudran a dit, mais chaque geste doit être pris en compte. Le rôle est d'apaiser les souffrances, quelles qu'elles soient, expliquer à Géria. Les interactions sociales régulières et stimuler la mémoire émotionnelle. Ça a été évoqué par deux personnes tout à l'heure, l'importance de l'amygdale cérébrale. On a parlé des neurones, on a parlé de ça. Qu'est-ce qui se passe? Je lis la phrase parce qu'elle a son intérêt. Si la maladie d'Alzheimer paralyse progressivement l'ensemble des zones du cerveau, les recherches récentes montraient que l'amygdale cérébrale, elle demeurait intacte. Elle n'était pas atteinte. Une partie neuronale qui n'était pas atteinte. Or, vous l'avez entendu tout à l'heure, l'importance de cette amygdale dans la partie du stress, elles hébergent les neurones impliqués dans la mémoire émotionnelle. Donc, les malades ont peut-être du mal à se souvenir de ce qu'ils ont fait il y a une heure. En revanche, les sensations qu'ils ont ressenties, elles restent. Donc, vous voyez à quel point je dis il est absolument important que les approches thérapeutiques soient combinées avec des approches non thérapeutiques si on veut voir des progrès importants dans le futur. Donc, en conclusion, des progrès considérables dans le diagnostic et le pronostic ont été faits depuis une dizaine d'années. Une toute première validation thérapeutique de l'approche cascade amyloïde existe. Elle est aujourd'hui, à mon avis, pas satisfaisante. Des nouvelles stratégies qui vont combiner plusieurs approches sont actuellement en cours et elles ont, vraiment un potentiel beaucoup plus important. Et je répète, des approches qui combineront des traitements médicamenteux avec des traitements non médicamenteux
avec une approche sociétale devront être absolument la norme. Donc, en conclusion, il va falloir continuer à travailler beaucoup sur la compréhension de ces maladies neurologiques au niveau du cerveau. Il faudra continuer à avoir des tests biologiques qui permettront d'identifier de manière certaine quels sont les malades, hein, et de voir leur évolution. Et puis, évidemment, comme je l'ai dit, toute la partie émotionnelle, traitement non médicamenteux, sociétal, fera partie de l'approche pour trouver éventuellement un médicament qui puisse ralentir la maladie d'Alzheimer dans les 5 à 10 ans qui viennent. Je vous remercie.